Oui. Voilà. Bienvenue à la 7e édition du Salon du livre afro-canadien ou SLAC. Welcome to the 7th edition of Afro-Canadian Book Fair or ACBF. Les morts ne meurent que s'ils meurent dans nos cœurs. Si nous honorons leur mémoire, Nous dit Marie Scondé dans Loi Tituba, sorcière noire de Salem. Marie Scondé, cette autrice emblématique, prolifique, la chérir et l'honorer, c'est ce que nous allons faire ensemble avant la fermeture de cet excellent et audacieux Salon du livre afro-canadien 2024. Oui, vous pouvez applaudir, je sens Nous allons faire en deux parties. Il y aura une partie lecture que vous pouvez savourer, que vous pouvez écouter, et il y aura une partie discussion que vous pouvez aussi savourer. On va commencer avec nos lecteurs. On leur a demandé de nous lire un extrait de un de ses livres préférés. Vous le savez, Marie Scondé avait une forte conscience politique et un tout aussi fort attachement au peuple noir. Alors, lorsque l'histoire a tenté d'effacer Tituba, une fille d'esclaves oubliée des procès en sorcellerie de Salem, parce que noire, parce que femme, Marie Scondé lui a consacré un roman dont je vais vous lire un extrait. Bientôt, on fit cercle autour de nous. Des ailes m'étaient poussées aux talons, aux chevilles. Mes hanches, ma taille était souple. Un mystérieux serpent était entré en moi. Était-ce le serpent primordial dont maman Yaya m'avait parlé tant de fois? Figure du Dieu créateur de toutes choses à la surface de la terre? Était-ce lui qui me faisait vibrer? Parfois, la haute chabine en madras calandée tentait d'interposer sa silhouette entre jeune indien et moi. Nous ne lui prêtions aucune attention. À un moment, comme jeune indien s'essuyait le front avec un large mouchoir en toile de pondichéry, je me ressouvins des paroles de Yaya. Un peu de son sang, quelque chose qui aura séjourné au contact de son corps. Juste un moment de griserie. Était-ce bien nécessaire puisqu'il semblait naturellement séduit? Puis j'eus l'intuition que l'essentiel n'est pas tant de séduire un homme que de le garder, et que jeune indien devait appartenir à l'espèce aisément séduite qui se rit de tout engagement durable. J'obéis donc à Yaya. Comme habilement, je lui subtilisais son mouchoir en lui griffant l'auriculaire de l'ongle. Il eut une exclamation. « Aïe, qu'est-ce que tu fais là, sorcière ?» Il parlait ainsi par jeu. Néanmoins, cela m'assombrit. Qu'est-ce qu'une sorcière? Je m'apercevais que dans sa bouche, le mot était entaché d'opprobre. Comment cela? Comment? La faculté de communiquer avec les invisibles, de garder un lien constant avec les disparus, de soigner, de guérir, n'est-elle pas une grâce supérieure de nature à inspirer respect, admiration et gratitude? En conséquence, la sorcière, si on veut nommer ainsi celle qui possède cette grâce, ne devrait-elle pas être choyée et révérée au lieu d'être crainte? Oui. Je vais vous lire un extrait du 4e chapitre de l'Évangile du Nouveau Monde de Marie Scondé, un livre où elle réinvente la Bible, le monde, dans une écriture crue, acerbe et sans phare. Quand Pascal eut 7 ans, sa mère l'inscrivit au catéchisme afin qu'il reçoive les leçons du Père Lebris. Homme de Dieu, le Père Lebris aurait pu discuter avec lui de la rumeur qui ne cessait d'enfler sur ses origines. Malheureusement, il n'en fit rien. Il se borna à traiter Pascal comme un privilégié. Le jour de l'Ascension, il le plaçait en tête de la procession qui grimpait depuis la cathédrale jusqu'à l'église de Marabiel.
Les mauvaises langues disaient que le père Lebris avait peur de déplaire à Eulalie car celle-ci était riche et avait le cœur sur la main, ne manquant jamais une bonne œuvre, une aide aux déshérités de la paroisse. À ses 18 ans, son baccalauréat en poche, sans mention, ni félicitations du jury, car, disons la vérité, Pascal était un élève assez médiocre, un rêveur. Il décida de chercher du travail. La route était toute tracée. Il suffisait d'obtenir une place au jardin d'Éden. Malheureusement, il ne met ni les plantes en pot, ni les fleurs, même celles qui sont jolies et dégageant une plaisante odeur. Son rêve était d'ouvrir une crèche ou un jardin d'enfants. Il était obsédé par l'injonction. Laissez venir à moi les petits enfants. Non parce que le royaume de Dieu leur appartient, mais parce qu'à cet âge tendre, il possède la tolérance et le désir d'un monde harmonieux. Il n'osa pas s'ouvrir de ses désirs à Jean-Pierre, car il craignait la dépense. Le 1er avril, jour des canulars, il entra au jardin d'Éden au rayon des plantes grasses, aloe vera, echeveria, sansevieria, pandanus, cactus de Noël et porcelaine. À cette époque-là, il se produisit une transformation radicale dans son apparence. Le petit garçon au visage d'Angelo et à la beauté insaisissable disparut, remplacé par un mâle que les femmes auraient bien aimé avoir dans leur vie. Sa chemise de coton s'ouvrait sur une poitrine taillée à l'équerre. Son ventre était plat et en dessous, son pénis s'allongeait de plusieurs centimètres au point qu'il lui devint difficile de le caser dans les slips petits bateaux que Lali lui achetait. Cette transformation était d'autant plus remarquable qu'elle se limitait au seul physique. Pascal restait timide. Il gardait une voix douce, parfois zézéante, et de grands yeux pleins de rêves, comme s'il tentait perpétuellement de résoudre la mystérieuse équation qui était sa vie. Merci. Ce qui m'a marqué le plus chez Maryse Condé, c'est sa candeur, d'ailleurs traduite dans le titre du livre que j'ai choisi, La vie sans phare, crue. Maryse Condé s'expose dans toutes ses faiblesses. Sans phare, elle s'exprime sur son déclassement social, désargenté, parcourant l'Afrique, en quête de son idéal de justice. Sans phare, elle exprime en tant que mère ses carences, tiraillée entre l'amour d'un homme et le bien-être de ses enfants. L'extrait que j'ai choisi traduit ce déchirement. Au bout de quelques mois, j'ai compris que je n'étais pas en état de suivre ce régime. Je me résignais à me séparer de nouveau de Denis, son fils. Je le confiai à une nourrice agréée, Madame Bonenfant, qui habitait dans les environs de Chartres. Comme je fus bien vite incapable de lui régler ses 18 000 anciens francs mensuels, je pris le large et ne remis plus les pieds à Chartres. Madame Bonenfant n'engagea aucun recours contre moi. Elle se borna à m'adresser des lettres bourrées de fautes d'orthographe, où elle me donnait des nouvelles de notre petit. Vous lui manquez beaucoup, assurait-elle. Il vous réclame en tout temps. Je pleurais en lisant ce courrier, car j'étais bourré de remords. Les jours se succédaient dans un brouillard de souffrance et de mauvaise conscience. Je dormais 2 ou 3 heures par nuit. En quelques semaines, je maigris de 8 kilos. Les lecteurs me demandent pourquoi. Mes romans sont remplis de mères qui considèrent leurs enfants comme des poids trop lourds à porter. D'enfants qui souffrent d'être mal aimés et se replient sur eux-mêmes. C'est que je parle d'expérience. J'aimais profondément mon fils. Cependant, non seulement sa venue avait détruit les espoirs qui faisaient la base de mon éducation, mais j'étais incapable de subvenir à ses besoins. En fin de compte, mon comportement à son égard pouvait sembler à celui d'une mauvaise mère. Nous avons aussi préparé des extraits de ces livres, de ses premiers livres et de ses derniers livres qui semblent, on dirait, se répondre. La belle créole,
Tu fais de la magie? Elle rétorqua gravement. Le vaudou n'est pas de la magie. Ségou, tome 1, les murailles de terre. Civiliser l'Afrique en christianisant, qu'est-ce que cela signifiait? Trouve-t-il pas sa propre civilisation que sous-tend la croyance en ses dieux? Et en christianisant l'Afrique, que faisait-on sinon lui imposer une civilisation étrangère? Ségou, tome 1, les murailles de terre. Ah, que noir est laid quand il singe blanc. Ségou, tome 1, les murailles de terre. On avait évalué son pesant de chair, compté ses dents, mesuré son pénis, tâté ses biceps. Il n'avait plus rang d'homme. Ségou, tome 2, la terre en miettes. À bien réfléchir, c'était les Français qui lui avaient mis cette idée-là en tête, confondant systématiquement mal. Vraiment? À bien réfléchir, c'était les Français qui lui avaient mis cette idée-là en tête, confondant systématiquement Malinké, Bambara, Wolof, tout couleur, Sérère, et ne reconnaissant pas le lendemain un homme qu'ils avaient vu la veille sous prétexte qu'ils se ressemblent tous. En attendant la montée des eaux. Quelle belle couleur que la couleur noire, l'envers obscur de nos rêves. Rêve amer. Pourquoi des peuples sont-ils riches et d'autres si pauvres qu'ils doivent aller chercher hors de leur pays natal des moyens de subsister? Moi, Tituba, sorcière. Il est étrange, l'amour du pays. Nous le portons en nous comme notre sang, comme nos organes. Il suffit que nous soyons séparés de notre terre pour ressentir une douleur qui sourde du plus profond de nous-mêmes, sans jamais se ralentir. La vie sans phare. Tu philosophes trop, se plaignait-elle. Tu fais trop de réflexions personnelles. Ce qu'on te demande, c'est de raconter. Un point, c'est tout. Ségou, tome 1, les murailles de terre. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair, éloquence, et le noyau, bon sens. Dès l'instant où un être est doué du verbe, quel que soit son degré d'évolution, il compte dans la classe des grands privilégiés. La vie sans phare. Un homme que tu aimes n'a pas de couleur pour toi, me répétait-elle. Tu l'aimes, c'est tout. En attendant la montée des eaux. Mais nul n'a besoin d'être parfait pour être aimé. Sinon l'amour serait une récompense, non un miracle. Rêve amer. Du jour au lendemain, je me liais étroitement avec deux étudiants haïtiens en sciences politiques, Jacques et Adrien, qui, vrai ou faux, se déclarèrent amoureux de moi à la folie. Très savants, ils n'ignoraient rien de leur pays, ni l'histoire, ni la religion, ni l'économie, ni les tensions politico-raciales, ni la littérature, ni la peinture naïve. Travailleurs, de rats de bibliothèque, ils me firent honte de mon inactivité. Rêve amer. C'est là que l'esclave révolté devenu général, Dessalines, avait déchiré le drapeau français et jeté à la mer la partie blanche, créant ainsi le drapeau d'Haïti, rouge et bleu. Oui, vous pouvez applaudir. On a choisi pour vos réactions. Donc terminons avec une citation de Marie Scondé. Je crois que je ne serai jamais rien d'autre qu'une Guadeloupéenne. Une Guadeloupéenne à ma manière, qui parle peu créole, qui réside en partie à New York, qui a visité le monde. Mais au fond de moi, le lieu qui a fait ce que je suis, mes parents,
mes souvenirs d'enfance ont créé quelque chose que je ne pourrai jamais modifier. J'aime la Guadeloupe, le pays, la nature, les sons, les images. Je mourrai guadeloupéenne, une Guadeloupéenne indépendantiste. Et sur ce mot, nous passons à notre période de discussion que nous avons très hâte d'entendre avec animatrice Yannick Dutelli. On va pouvoir